Més qu'un club, plus qu'un club. Voilà comment le FC Barcelone aime se définir. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, au fond? Bienvenue pour cette exploration des liens très forts et complexes entre ce géant du foot mondial et l'identité catalane. Oui, bonjour. Et pour cette analyse, on va s'appuyer sur plusieurs sources, notamment une thèse universitaire assez poussée, FC Barcelone and the Shaping of Catalan Identity, et puis d'autres documents qui éclairent bien cette histoire foisonnante. L'objectif aujourd'hui, essayer de comprendre comment un club de foot a pu devenir un symbole aussi puissant pour une région, une culture, et comment ce rôle a évolué avec le temps, la politique espagnole souvent agitée, et puis la globalisation. Allez, on y va ? Tout commence fin 19e, c'est ça? Exactement, 1899, fondation par un Suisse, Hans Gamper, qui deviendra Jean Gamper. Il a catalanisé son nom. Mais c'est important de voir le contexte, vous savez, ce n'est pas juste créer une équipe de foot. Ah non, j'imagine. On est en pleine Renaixença. C'est ce grand mouvement de renouveau culturel, linguistique catalan. Et en même temps, l'Espagne vient de vivre un vrai traumatisme. La perte de ses dernières colonies en 98, Cuba, Porto Rico, les Philippines, le fameux désastre de 98, ça a dû secouer. Et ça pousse les régions à s'affirmer plus. Précisément. Ça a, disons, stimulé les nationalismes régionaux. Et la Catalogne se voyait déjà comme différente, plus industrielle, moderne, tournée vers l'Europe. Face à un pouvoir central à Madrid perçu comme plus conservateur, plus centralisateur. Et le club reflète ça dès le début. Oui, il reflète ce cosmopolitisme de Barcelone. Gamper est suisse, il y a des Anglais, des Allemands parmi les premiers joueurs. C'est un club ouvert, quoi, à l'image de la ville. Et cette dimension identitaire, elle devient politique rapidement. J'imagine que ça n'a pas traîné. Ça montre que dès 1918, le club soutient la campagne pour l'autonomie catalane. Mais le premier gros clash, le vrai, c'est en 1925. Un épisode assez fou. Ah ouais? Racontez un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au stade de l'Escorte, l'ancien stade, il y a un match hommage à l'Orfeo Català, une institution chorale super symbolique en Catalogne. Une fanfare de la marine britannique, qui était de passage, est invitée à jouer. Et là, elle joue l'hymne espagnol. Oula! Et devant 14 000 personnes, c'est une bronca monumentale. L'hymne est sifflé, mais copieusement. Ah ouais, quand même. Et la réaction du pouvoir? On est sous la dictature de Primo de Rivera, là. Immédiate, brutale. Le stade est fermé pour 6 mois, puis ramené à 3. Et surtout, Joan Gamper, le fondateur, le père du club, est jugé responsable et forcé à l'exil. C'est un moment clé. Le régime voit bien que le Barça, c'est un foyer de résistance catalaniste. C'est là qu'on voit que le foot, c'est bien plus que du jeu. Ah mais complètement. À cette époque, le foot devient le spectacle populaire par excellence. Contrairement à d'autres sports peut-être plus élitistes, ça touche tout le monde. Donc le stade, ça devient un espace public majeur. Un des rares endroits où des milliers de gens se retrouvent régulièrement. Un lieu d'expression collective potentiel donc. Exactement. Et ça n'échappe à personne. Ni aux Catalans, ni au gouvernement central. Faisons un bond dans le temps, période beaucoup plus sombre. La guerre civile, Franco. Pour la Catalogne, c'est terrible. C'est une chape de plomb, oui. Répression systématique. La langue catalane bannie de l'espace public. Les institutions culturelles dissoutes ou contrôlées. Les symboles comme le drapeau, la senyera, l'hymne, El Segadors, interdits. L'autonomie, anéantie. Et le club, ce symbole cataloniste, il est visé directement. Directement et de manière tragique. Le président du club de l'époque, Josep Sunyol, qui était aussi un député cataloniste de gauche très influent, il est arrêté par les troupes franquistes près de Madrid en août 1936, au tout début de la guerre, et fusillé, sans procès. Terrible. Sa mort devient un symbole, j'imagine. Un symbole énorme de la répression contre la Catalogne et contre le club. Alors, dans ce contexte où tout est interdit, où on ne peut plus rien dire, quel rôle il peut encore jouer, le Barça? Il devient, comme le dit une citation célèbre d'Antoni Rovira, un ancien dirigeant, le refuge où la Catalogne se cachait sous les couleurs du Barça. Le stade devient un des seuls, mais vraiment très rares endroits où l'identité catalane peut encore s'exprimer, même si c'est de manière codée, indirecte. C'est ce que certains appellent un contre-public, c'est ça? Exactement. Un peu comme un espace protégé où une communauté peut maintenir son lien, son identité, quand l'espace public général lui est hostile. Le Comme nous, qui ouvre en 57, devient ça.
Un lieu où on se retrouve, on partage une passion, et où le simple fait de parler catalan entre soi ou de vibrer ensemble prend une signification politique. Ça maintient une forme de solidarité, de conscience collective. Mais le régime franquiste a bien dû essayer de contrôler ça, non? De neutraliser ce symbole. Bien sûr, première mesure, très symbolique, on hispanise le nom. Le Football Club Barcelone devient le Club de football Barcelone. Bah oui. Et sur l'écusson, les 4 barres rouges du drapeau catalan sont réduites à 2, pour atténuer la référence. Mais en même temps, la politique de Franco vis-à-vis du foot est un peu ambiguë. Comment ça? Ambigu? D'un côté, Franco voit bien que le foot, c'est une super distraction pour le peuple. Le fameux « du pain et des jeux ». Et ça peut aussi servir à montrer une image d'unité du pays, même si elle est artificielle. Mais d'un autre côté, il se méfie énormément du potentiel politique du Barça. Donc il essaye de le dépolitiser. Voilà, il essaie d'en faire juste un club sportif comme un autre. Mais bon, ça ne marche pas vraiment. Les supporters, eux, continuent de le voir comme leur club, leur symbole. Barcelone, en 1951, c'est assez connu. Pour protester contre une hausse des tarifs, les gens boycottent les trams. Et un dimanche, après un match à l'escorte, des milliers de supporters sortent du stade et au lieu de prendre le tram comme d'habitude, ils décident de rentrer à pied. Tous ensemble. Ah ouais, belle image. C'est une manif silencieuse mais hyper forte, un signe de solidarité avec la grève et de défiance. Et c'est aussi sous Franco que la rivalité avec le Real Madrid, le fameux Classico, elle prend une dimension politique énorme, c'est ça? Ah oui, elle est exacerbée à un point. Le Real est de plus en plus vu, à tort ou à raison, c'est complexe, comme le club du régime, le symbole du centralisme de Madrid. Et le Barça, c'est l'opposé, la Catalogne résistante, opprimée. Chaque match devient une bataille symbolique. Complètement. Ça dépasse le sport. C'est David contre Goliath, la périphérie contre le centre. Et l'affaire Di Stefano, au début des années 50, ça a dû mettre de l'huile sur le feu, ça. C'est le truc qui cristallise tout. Alfredo Di Stefano, un joueur argentin absolument génial, il devait signer au Barça, tout était quasi fait. Mais après un micmac juridique incroyable et des pressions politiques où beaucoup soupçonnent l'intervention du régime, il atterrit où? Oh, au Real! Ah, le coup classique. Pour les fans du Barça, c'est un vol, orchestré par le pouvoir pour renforcer son club favori. Et Di Stefano va être la clé des succès européens du Real. Donc cette affaire, elle a vraiment cimenté pour des décennies l'idée d'une injustice et d'une opposition politique irréductible. C'est fou de voir comment un transfert raté devient un mythe politique aussi fort. Bon, on avance. 1975, Franco meurt. Retour de la démocratie, l'autonomie pour la Catalogne en 79. Est-ce que le Barça perd ce rôle de symbole politique du coup? Il ne le perd pas, mais il change, il se transforme. Un moment très fort, c'est la finale de la Coupe des Coupes, gagnée à Bâle en 79. Première grande victoire européenne après Franco. Et là, il y a 30 000 Catalans qui font le déplacement. Énorme pour l'époque. Et ils sortent des milliers de sanières, les drapeaux catalans interdits quelques années avant. Une explosion de fierté. Exactement. Une fierté catalane retrouvée, affichée sur la scène européenne, le symbole d'une liberté reconquise. Mais alors, comment le club gère cette identité dans une Catalogne qui est maintenant autonome, qui peut s'exprimer librement? Le besoin d'un refuge, il disparaît un peu, non? Le rôle évolue, c'est ça. L'identité catalane après Franco, elle se veut surtout civique, ouverte. Vous connaissez peut-être le slogan de Jordi Pujol, président catalan d'époque. Est-ce catalan celui qui vit et travaille en Catalogne, peu importe son origine? Et le Barça, il incarne assez bien ça, contrairement à d'autres clubs peut-être. Oui, par exemple, si on compare avec l'Athletic Bilbao, qui a longtemps eu une politique de joueurs uniquement basques, le Barça, lui, a toujours eu des stars du monde entier. Cruyff, Neskens, Maradona, Stoichkov, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, la liste est sans fin. Et la Masia dans tout ça? Le centre de formation, il joue quel rôle? Ah, la Masia, c'est absolument central, surtout à partir des années 90-2000. Fondée officiellement en 79, elle devient la fabrique des talents maison. Pensez à Guardiola, Ferrer, Amor. Et puis la génération incroyable, Puyol, Xavi, Iniesta, Valdés, Piqué. Et Messi, bien sûr. Et Messi. Argentin, mais arrivé à 13 ans, formé au club. Donc ces joueurs formés sur place, imprégnés de la culture du club, de la Catalogne, ils deviennent des stars mondiales. C'est la formule parfaite. Ils incarnent l'identité locale tout en assurant le succès planétaire.
Et ils promeuvent ce style de jeu si particulier, le tiki-taka. Mais voilà, le foot change complètement. Années 90, 2000, la globalisation, l'argent qui coule à flot. Comment un club qui est aussi ancré localement, il gère le fait de devenir une marque mondiale, avec des fans aux quatre coins de la planète? Ça doit être un sacré défi, ça. C'est le grand défi de l'ère moderne, oui. Comment rester mesqueux un club catalan, tout en étant une énorme entreprise de divertissement mondialisée? La stratégie du Barça, on peut l'appeler la glocalisation. Glocalisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Barça concrètement? C'est l'idée d'utiliser ton identité locale très forte, non pas comme un frein, mais comme un argument de vente unique sur le marché mondial. Un peu l'inverse du fast-food qui adapte son menu localement tout en gardant sa marque globale. Le Barça, lui, il exporte son identité locale. Il ne cherche pas à la gommer. Au contraire, il la met en avant, comme un gage d'authenticité, de valeurs particulières. Ces valeurs, ce seraient lesquelles, par exemple? Celles que le club associe à la catalanité et à sa propre histoire. L'ouverture au monde, l'universalisme, l'esprit démocratique, le club appartient à ses membres, les sociaux. Le jeu offensif collectif, la solidarité, l'engagement social. Le message, c'est « on est différent, on est catalan, et c'est ça qui nous rend universels ». Et le coup de maître, marketing et symbolique, ça a été l'accord avec l'UNICEF en 2006, non? Le premier logo sur le maillot, mais celui d'une OMG. Ah ça, c'était unique à l'époque. Pendant 107 ans, le maillot Blaugrana était resté vierge, intouchable. Et quand la décision est prise de mettre un logo, sous la porta, on choisit l'UNICEF. Et le plus fort, c'est pas l'UNICEF qui paye le Barça. Non, c'est l'inverse. C'est le Barça qui donne de l'argent à l'UNICEF. Au début, 1,5 million d'euros par an, soit 0,7% de ses revenus, pour les programmes humanitaires. Incroyable. Ça a dû avoir un impact fou sur l'image du club, ça. Énorme, oui. D'un coup, le Barça se positionne comme un club différent, éthique, responsable. Ça renforce à fond l'idée de mesquin club au niveau mondial. Et ça permet d'entrer dans l'ère du sponsoring maillot de façon très noble. Bon, après, cette période pure, elle n'a pas duré. Non, c'est vrai. Après l'UNICEF, sont arrivés Qatar Foundation, Qatar Airways, Rakuten, Spotify. Des sponsors beaucoup plus commerciaux. Et ça a relancé les débats sur les valeurs, la marchandisation. Le club a aussi une fondation assez active, j'ai cru comprendre. Oui, la Fondation FSC Barcelona mène pas mal du projet. Il y a des programmes éducatifs en Catalogne, sport et citoyenneté, c'est un clin d'œil direct à Sagnol. Et puis ils ont développé les centres SIX. C'est un réseau international de centres solidaires dans des pays défavorisés. Ils utilisent le sport comme outil d'aide éducative et sociale, mais pas comme une fin en soi. Une manière de montrer un engagement concret. Et de se distinguer peut-être d'une approche juste basée sur la détection de talent. Parlons des lieux emblématiques. Le Camp Nou, c'est plus qu'un stade, c'est un temple, non? C'est clairement un lieu très chargé. Émotionnellement, historiquement, le plus grand stade d'Europe, presque 100 000 places. Il a vu passer l'histoire. Le Mondial 82, les JO 92, des finales européennes. C'est là que se joue et se rejoue chaque semaine ce lien entre le club, les supporters et la Catalogne. C'est un lieu de mémoire vivante. Et le musée du club qui est dedans, il joue un rôle important dans cette transmission? Ah oui, fondamental. C'est le musée le plus visité de Catalogne. Des millions de visiteurs, beaucoup d'étrangers. Pour eux, c'est souvent la porte d'entrée principale, parfois la seule, pour comprendre non seulement l'histoire du Barça, mais aussi ce lien si particulier avec l'histoire catalane. Il raconte une histoire, en fait, pas juste des trophées. Exactement. Il met en scène le mesquin club. C'est un outil narratif très puissant. On dit souvent que le Barça, c'est un peu l'armée sans armes de la Catalogne, ou son équipe nationale non officielle. C'est juste comme image. C'est une perception très très répandue, en Catalogne et ailleurs. Comme la Catalogne n'a pas d'équipe nationale reconnue par la FIFA ou l'UEFA pour les compétitions officielles, le Barça, il endosse souvent ce rôle symbolique. Surtout en Coupe d'Europe. Une victoire du Barça, pour beaucoup, c'est une victoire de la Catalogne. Ce qui doit créer des tensions parfois avec l'équipe d'Espagne. Oui, ça peut créer des situations complexes pour les joueurs catalans sélectionnés en équipe nationale espagnole. Mais ce modèle, il n'est pas parfait. Aujourd'hui, le club traverse pas mal de zones de turbulence, non? Financières, identitaires. Effectivement, le club fait face à plusieurs grosses tensions. La première, c'est celle entre la commercialisation à outrance et l'identité. La pression économique pour rester au top niveau face au club État ou au club de milliardaires, elle est énorme. Ce qui pousse à des décisions difficiles, oui, parfois douloureuses, controversées. Le départ de Messi en 2021, à cause d'une dette gigantesque de plus d'1 milliard, ça a été un choc terrible. La question, c'est
Jusqu'où on peut aller pour l'argent sans trahir les valeurs? Il y a aussi cette tension entre le global et le local dont on parlait. Oui, c'est clé. Comment tu fais vivre cette identité catalane auprès de centaines de millions de fans dans le monde qui connaissent pas forcément l'histoire de Franco ou la signification de la Señera? Comment éviter que Més qu'un club devienne juste un slogan publicitaire vide de sens pour eux? C'est un défi de communication permanent, j'imagine. Il y a parfois un décalage entre l'image qu'on veut donner et la réalité. Forcément, le club met en avant des valeurs d'ouverture, de respect, de démocratie, mais il doit faire avec la réalité du foot business, ultra compétitif, avec les dérapages possibles de certains supporters. Le club a dû lutter contre les ultras, des boyxonnois, parfois violents, racistes, avec la pression médiatique. L'image parfaite se heurte au réel. C'est ça. Et puis, comment tu concilies tes valeurs de solidarité avec, par exemple, des contrats de sponsoring, avec des régimes politiques considérés comme problématiques, comme ça a été le cas avec le Qatar et ses serres? C'est compliqué. Le club doit donc jouer les équilibristes en permanence, tout le temps, entre le besoin d'être une puissance économique et sportive mondiale et la volonté de garder cet ancrage catalan unique qui fait son ADN et une partie de son attrait. Et même en Catalogne, il doit faire attention à ne pas s'aligner sur une seule vision politique du catalonisme, parce que ses supporters locaux sont divers. C'est une gestion très complexe. Chaque décision a des impacts multiples, sportifs, économiques, sociaux, politiques, identitaires. Donc, pour résumer, le FC Barcelone, c'est vraiment un cas à part. Clairement plus qu'une équipe de foot, une institution culturelle, oui, le reflet d'une histoire régionale complexe et fière, un acteur social revendiqué, et en même temps, une multinationale du spectacle. C'est ce mélange qui est fascinant. Exactement. Et ce slogan « Més qu'un club », c'est pas juste une formule, ça reste un enjeu, un débat constant. Sa signification, elle est toujours en train d'être renégociée, en fonction des résultats sportifs, des crises économiques, des évolutions politiques en Catalogne, de la globalisation. La tension principale aujourd'hui, c'est peut-être entre cet héritage historique, un peu romantique, et les dures réalités d'un business mondialisé. Et ça nous laisse avec une dernière question, peut-être. Alors que le club met le paquet pour moderniser son stade, pour conquérir de nouveaux marchés, est-ce qu'il peut vraiment maintenir ce lien si particulier, si viscéral, avec l'identité catalane qu'il a construit pendant plus de 120 ans? Ou est-ce que l'âme du Més qu'un club, elle risque de se dissoudre un peu dans les exigences du succès global et de la rentabilité à tout prix? L'avenir nous le dira.